Bonjour. Comme vous l'avez vu, l'actualité scientifique n'a pas été la primeur, si vous voulez, de tous les médias face à la grande actualité avec un grand A majuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons consacrer cette chronique hebdomadaire, allez, à ce que vous aimez, parce que beaucoup nous le demandent, ce que j'appellerais, moi, la séquence rétro. C'est-à-dire que nous allons revenir un peu en arrière. D'ailleurs, à ce propos, je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez que nous traitions un certain nombre de sujets, notamment des séquences rétro, et Dieu sait si en 50 ans de journalisme scientifique, j'ai fait beaucoup de choses, et également, si vous souhaitez que nous traitions certains sujets, certains nous ont demandé par exemple, et que devient ITER, c'est-à-dire le futur réacteur à fusion que l'on construit en ce moment à côté de Cadarache, eh bien c'est bien volontiers. Et puis, surtout, n'oubliez pas, ce qui nous ferait très plaisir, ce serait notre cadeau de Noël, vous avez une touche, abonnez-vous, n'oubliez pas, appuyez, abonnez-vous. Donc, séquence rétro que nous allons consacrer à l'espace, à une fusée mythique. Moi, je veux dire, c'est la plus belle des fusées, bien que ce ne soit pas la plus grande, ni la plus moderne, mais la plus belle de toutes les fusées. D'ailleurs, vous la voyez ici en maquette, la fusée, le lanceur de l'Union soviétique et maintenant de la Russie, la fusée Soyouz. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a, dernièrement, a été lancée une fusée Soyouz avec 2 satellites de télécommunications, et avec succès, évidemment, depuis Kourou en Guyane, mais surtout parce que cela marque 10 ans, qu'il y a 10 ans, a eu lieu le premier lancement d'une fusée russe sur un pas de tir russe installé sur un territoire européen, mais disons français, à Kourou en Guyane. C'est tout de même un événement considérable. J'ai eu la chance de vivre cet événement avec mon équipe et d'avoir réalisé la vidéo sur cet événement politico-économico-technique qui était l'installation d'une fusée russe en dehors de son territoire, qui plus est, au pays d'Ariane 5. Alors on vient un petit peu en arrière. Cette fusée, c'est tout de même une fusée mythique. Pourquoi? Parce que ça a été le premier engin, la première fusée construite par un homme pour placer en orbite autour de la Terre un objet artificiel, un satellite artificiel qui était, vous vous souvenez, 4 octobre 57, Sputnik 1. Une véritable révolution, un coup de tonnerre dans le monde technique. Et ça a été suivi, vous vous souvenez, le 12 avril 61, toujours avec cette fusée Soyouz, à la mise en orbite éphémère, enfin qui a duré très peu de temps, juste 108 minutes, un tour de Terre et demi de Yuri Gagarin, le premier homme en orbite autour de la Terre. Donc, cette fusée a une histoire, elle a permis toutes les grandes premières spatiales de l'Union soviétique, elle a été toujours en service, et elle est toujours, c'est ça qui est surprenant, toujours en service. Et notamment, lorsque l'Europe spatiale a constaté que, face à l'évolution du marché, il y avait un trou dans la gamme des lanceurs, il y avait l'énorme Ariane 5, fusée extrêmement puissante, performante, qui permettait de placer 2 gros satellites de télécommunications en orbite, c'est pour ça qu'elle a été conçue, et puis rien entre les deux, et puis à la base, il y avait une petite fusée franco-italienne, Vega. Mais entre les deux, il y avait un trou, et comme dans les constructeurs de voitures, quand il y a un trou dans la gamme, qu'est-ce que l'on fait? Soit on lance une nouvelle voiture, mais ça prend du temps, ça prend 5 ans pour lancer un modèle, soit on va prendre chez le copain, on va s'associer, et puis on va dire, voilà, je vais prendre ta voiture, je vais juste changer le nom. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. L'Europe spatiale, enfin surtout Ariane Espace, s'est tournée vers les Russes, parce qu'il y avait un partenariat au sein déjà de Starsem, une coopération, c'est pas entre les deux, et il a dit, voilà, vous avez vos fusées Soyouz, nous vous proposons, et c'est l'Europe qui va payer, nous allons installer un pas de tir Soyouz en Guyane, vous allez nous construire des fusées, et vous serez sur place, mais nous allons le lancer, est-ce que ça marche? Et l'accord a été signé, c'était l'initiative de Jean-Yves Le Gall, que je salue, salut Jean-Yves, et puis nous avons pu réaliser une vidéo dont vous allez voir de larges extraits, parce que nous avons la chance de suivre de A à Z la construction d'un pas de tir pour la fusée Soyouz en Guyane, et je remercie le directeur de la communication, Jacques Denavo. Allez, séquence rétro. Faisons un peu de physique. Baïkonour, dans le Kazakhstan, là où est habituellement lancée la fusée Soyouz, est situé à 45 degrés de latitude nord.
là où la vitesse de rotation de la Terre est de 1270 km/h. C'est l'impulsion gratuite au départ que reçoit la fusée au décollage. Si on transporte la même fusée Soyouz du Kazakhstan en Guyane, c'est-à-dire à 5 degrés de latitude nord, tout près de l'équateur, là où la vitesse de rotation de la Terre est de 1660 km/h, on gagne, sans rien changer, près de 390 km/h. Ce qui augmente de près d'un tiers les capacités du lanceur et le rend compétitif pour des charges utiles de 3 tonnes, c'est-à-dire les satellites de taille moyenne comme ceux des constellations. Retour en Guyane, juillet 2003. Dans ce coin de Guyane, connu sous le nom de Malmanouri, à 10 km du pas de tir d'Ariane 5, et sur la commune de Sinnamary, là où il n'y avait que savane et marais, va s'édifier le pas de tir de la fusée Soyouz, semblable à celui de Baïkonour. Ici, nous sommes au royaume de Gulliver, tout est gigantesque. Par exemple, cette excavation de 29 mètres de profondeur, creusée dans le granit à coups d'explosifs, va devenir le carnot dans lequel s'engouffreront les flammes du lanceur. La pièce essentielle du pas de tir, c'est ce bloc de béton de 30 000 m3 appelé massif. À 1024 mètres de l'ensemble de lancement, cette charpente métallique deviendra le MIC, le bâtiment où sera assemblé à l'horizontale le lanceur. Bref, tout est là pour rappeler Baïkonour. Même la voie ferrée pour le transport de la fusée. Et en 5 ans, tout le gros œuvre est terminé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la remise des clés car le génie civil est achevé. Ce trou de 16 mètres de diamètre recevra la base de la fusée Soyouz. Juillet 2008, aéroport de Cayenne, le vol en provenance de Paris. Arrivée de la première équipe de monteurs russes en provenance de Moscou et de Baïkonour pour assembler un gigantesque mécano qui va devenir dans 2 ans un nouveau pas de tir pour la mythique fusée russe Soyouz. La base vie, c'est un hôtel spécialement aménagé pour eux. Un mois plus tard, août 2008, arrivée du premier bateau amenant les structures métalliques du pas de tir. Il faudra 3 rotations entre Saint-Pétersbourg et Cayenne pour procéder au déménagement de ce gigantesque mécano de 1200 tonnes. Car ce pas de tir a déjà été assemblé, testé, puis démonté en Russie avant d'être assemblé ici à Sinnamary. Tout arrive en caisse modèle russe, emballage maison garanti à l'épreuve du temps et de la pluie. Car ici, l'ennemi des chantiers, c'est la pluie, qui noie tout en quelques minutes. Et durant 1 an et demi, près de 150 Russes vont positionner, boulonner, souder, meuler, peindre les pièces de ce gigantesque mécano de 1200 tonnes le tout, à 40 degrés à l'ombre. Et peu à peu, on découvre ce qui fait la force de Soyouz. C'est la simplicité des structures, l'absence d'électronique, car presque toutes les commandes sont pneumatiques et acheminées par des kilomètres de canalisation, comme nous le montre le chef de chantier Anatoly Baranov. Mais au-delà de la technique, somme toute classique, c'est un véritable choc culturel entre Français et Russes. Avril 2009, le chantier touche à sa fin avec la pose des 4 bras métalliques si caractéristiques en forme de pétales qui vont supporter le lanceur jusqu'à son décollage. Et ce qui frappe, ici encore une fois, c'est la simplicité et le bon sens de l'ensemble qui ont fait le succès de Soyouz. Octobre 2009, toute la partie mécanique du pas de tir est en place. Et ce sont les premiers essais en présence des officiels. Jusqu'à présent, quand on était sur le pas de tir, on voyait que ça ressemblait à Baïkonour ou à Plesetsk, mais on voyait la Guyane. Là maintenant, si on ne regarde que cette partie du bras ombilical, eh bien c'est vraiment comme au Kazakhstan. On voit la même peinture, la même forme, même les contrepoids sont peints en jaune. Donc là, on sent qu'on approche vraiment. Et c'est vrai, on se croirait bel et bien à Baïkonour, car ce pas de tir, à quelques détails près, en est sa copie conforme.
Seule modification de taille, la présence d'un portique qui vient protéger le lanceur contre les intempéries et permet d'assembler à la verticale la charge utile, une structure métallique de 800 tonnes qui a donné du fil à retordre. Вы представляете, такое вот сооружение и такие вот зазоры. Le pas de tir, c'est d'abord une dalle de béton de 5 mètres d'épaisseur appelée table de lancement. Elle repose sur 2 énormes piliers en béton qui lui permettent de surplomber le carnot de 26 mètres de profondeur et 145 mètres de large par lequel s'échappent les gaz de combustion. Dans la table, un trou circulaire de 16 mètres de diamètre où vient se loger la partie inférieure de la fusée Soyouz. Tout autour, un couloir circulaire appelé tétraède où arrivent tous les systèmes d'alimentation du lanceur. Ce couloir supporte un anneau métallique de 240 tonnes, sur lequel sont fixés les 4 bras qui supportent la fusée, ainsi que 4 autres bras, mais plus petits, qui servent au maintien de la fusée. Enfin, pour être complet, il convient d'ajouter les 2 mâts ombilicaux qui permettent l'alimentation du 3e et 4e étage. Bref, en surface, ce pas de tir est impressionnant par sa simplicité. Mais c'est trompeur, car en dessous, cela tient du cauchemar du plombier. D'abord, sous le lanceur, une plateforme mobile sur rail appelée cabine. Elle permet d'accéder au niveau des moteurs. À chaque tâche, sa plateforme de travail pour réaliser les connexions électriques, pneumatiques et les pleins en oxygène liquide, kérosène et eau oxygénée. Peu de temps avant le lancement, la cabine recule dans un logement, libérant ainsi le passage des gaz. Suprême astuce, à l'avant, un bouclier thermique protège les vis en bois des flammes. Vers l'arrière, toujours protégé par la dalle, 4 niveaux de salle technique appelés massifs. On y trouve notamment une énorme installation de conditionnement d'air. En effet, comme les réservoirs de Soyouz ne sont pas isolés, afin de maintenir à la bonne température le kérosène, on refroidit en permanence les réservoirs. Mais la partie la plus spectaculaire et dissimulée au regard est ce qu'on peut appeler le cauchemar du plombier. Autrement dit, l'ensemble des réseaux de canalisation pour l'alimentation en kérosène, oxygène liquide et eau oxygénée. Voici par exemple le circuit d'alimentation en kérosène réfrigéré. Un énorme wagon-citerne de 120 tonnes arrive sur le pas de tir. À l'intérieur, 100 tonnes de kérosène réfrigéré à 4 degrés. Des flexibles relient ensuite le wagon au réseau de distribution situé dans la couronne. Et des techniciens établissent les liaisons avec l'étage central et les 4 boosters pour faire le plein. Quant au 3e étage, il est alimenté directement par le mât VZM. C'est le principe même qui a été retenu pour l'alimentation en oxygène liquide. Mais contrairement à Baïkonour, ici, pas de wagon, mais une alimentation directe à partir de 3 énormes réservoirs. L'eau oxygénée, enfin, arrive par camion. Pour être complet, il faut encore ajouter le réseau de distribution d'air pour la climatisation et le refroidissement des réservoirs, l'alimentation électrique, les circuits de commande, dont la plupart sont pneumatiques. Voilà qui vous explique les kilomètres de canalisation à 300 bars de pression, appelé le cauchemar du plombier, mais russe. Bref, tout est prêt, il ne manque que le lanceur. Octobre 2009, arrivée en Guyane du premier lanceur Soyouz en pièces détachées, emballé dans des conteneurs, ainsi que les réservoirs de kérosène et d'eau oxygénée. Ensuite, c'est l'assemblage à l'horizontale, comme à Baïkonour, dans le MIC. Et un mois plus tard, le 10 mai 2010, c'est le grand jour tant attendu. Soyouz est enfin là. Ça fait quelque chose au cœur de voir le lanceur. Oui, c'est assez émouvant. Et là, Jean-Yves, vous dites, ça y est. Ça commence. Ensuite, quand il sera entier, ça sera autre chose. Mais là, déjà, c'est étonnant.
C'est une étape pour vous C'est une importante. étape très importante. Et c'est l'occasion de comprendre ce qui a fait la force et le succès de ce lanceur. Au début, en 1955, comme les Russes ne disposaient pas de moteurs surpuissants, Glushko eut l'idée de multiplier le nombre de chambres de combustion. En un mot, avec une seule turbopompe, on alimente 4 tuyères d'une poussée, chacune de 23 tonnes. Poussée modeste, comparable à ce qu'on faisait à l'époque avec les V2. Si cela prête aujourd'hui à sourire, c'est un gage de fiabilité. Mais 4 fois 23 tonnes, cela fait tout de même 92 tonnes de poussée pour une bête de propulsion. Il suffit ensuite de rassembler en gerbe 4 de ces éléments propulsifs autour d'un corps central pour obtenir un engin surpuissant, toujours très simple et très fiable. C'est là le génie de Korolev, mais qui ne s'arrête pas là. Au centre, ce que l'on appelle le deuxième étage. À la base, le fameux bloc moteur RD-108. À noter les 4 petits moteurs verniers pour le pilotage et surtout la forme conique pour permettre au pétale de soutenir le lanceur en position verticale. Autour de ce corps central viennent se fixer les 4 boosters qui constituent le premier étage. Ils sont tous identiques et dotés du fameux bloc moteur RD-107 à 4 chambres de combustion. Le troisième étage est équipé également d'un bloc moteur à 4 tuyères, le RD-0124, mais beaucoup plus performant. La liaison entre le deuxième et le troisième étage est assurée par 12 fermes, ce qui permet au gaz de combustion du troisième étage de s'échapper au moment de l'allumage. Et oui, astucieux et encore une fois très simple. Enfin, le quatrième étage frégate, il a été conçu pour la mise en orbite géostationnaire et il a la particularité d'être réallumable plusieurs fois. Mai 2011, c'est le grand jour tant attendu pour la répétition générale de toutes les opérations en vue d'un futur lancement. Et pour la première fois, on va procéder au mariage entre le lanceur et son pas de tir. Comme à Baïkonour, le cérémonial en moins, c'est la sortie majestueuse du lanceur porté par son wagon érecteur. Mais fait nouveau, il doit traverser le portique et cela se fait au millimètre près. Érection du lanceur, qui est ensuite soutenu par les 4 bras en pétale. Opération spectaculaire, mais de la routine pour les équipes russes de Baïkonour qui ont procédé ainsi à plus de 1800 lancements. Mise en place du portique, et c'est l'arrivée de l'ensemble 4e étage frégate et satellite protégé par la coiffe. Ici, l'assemblage ne se fait pas à l'horizontale comme à Baïkonour, mais verticalement. Tradition du centre spatial guyanais oblige, le tout à l'abri du portique. Arrivée ensuite du wagon et des remorques pour les plats en kérosène et eau oxygénée. Pendant qu'à la base de l'engin, au niveau des plateformes d'accès, c'est un impressionnant ballet de techniciens qui ont derrière eux une longue expérience. C'est inhérent à Soyouz. Soyouz qui est finalement quand même un lanceur qui a évolué mais qui a gardé quand même certains éléments ou certaines interfaces sur le bord du tout début. Il y a plus de 300 raccordements entre le lanceur et le sol. Car n'oublions pas, c'est Ariane Espace qui est l'opérateur de la mission. Les équipes russes étant responsables de l'intégration du lanceur, de sa mise en œuvre et des opérations de lancement. Il servira à nous, Ariane Espace, pour tracer alors, les anomalies d'un côté, s'il y a des anomalies, et d'un autre côté, toutes les informations nominales seront consignées dans des fiches d'opération ou des procédures. Voilà. Cela se passe ici, à 1 km du pas de tir, dans ce blocos au mur de 2 mètres d'épaisseur. C'est le CDL, autrement dit, le centre de lancement. Particularité ici, il y a 2 coels, 2 coordinateurs. L'un, côté Ariane Espace, Jean-Claude Garot, l'autre, côté russe, le jeune Dimitri Baranov. Mais dans quelle langue vont-ils communiquer ? 50-50.
Mais parfois en russe, parfois en français, ça dépend. Comme dans tout CDL, il y a les rangées de pupitres. Devant le Koel, la platine dit rouge pour les arrêts de chronologie. Sauf qu'ici, avec Soyouz, il n'y a que 2 possibilités de report de lancement. À partir de ce même équipement, il y a également la possibilité de reporter le lancement soit de 5 minutes, soit de 33 minutes sur ce même jour de lancement. Bah, mais au-delà de 33 minutes... On repousse de 24 heures. À 10 km du CDL, la salle Jupiter. C'est là que l'on supervise l'ensemble des opérations de lancement comme pour Ariane. Sauf que sur les écrans, ce sont les images de Soyouz, non pas à Baïkonour, mais bel et bien à Sinnamary en Guyane. On a commencé à parler de ce projet il y a pratiquement 15 ans. Mais je disais que les 2 dates clés, c'est finalement la création de Starsem par François Fillon en juillet 96 à Moscou et la visite de Cheikh Chirac à Samara, il y a 10 ans jour pour jour. D'ailleurs, j'ai vérifié, c'était juste il y a 10 ans à Samara, lorsqu'il a dit à nos partenaires russes, et Sacha Kirillin est encore là, nous construirons ce pas de tir Soyouz en Guyane. Et ce pas de tir, eh bien, nous l'avons construit. Bref, tout est prêt pour le premier lancement. Enfin, presque. Il ne manque qu'une seule chose, la clé du champ de tir. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un symbole. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour décider si le Soyouz doit décoller, on dit en rouge « Kluch na start », clé sur on, et c'est avec cette clé que nous allons le faire. Donc, c'est le chargé de symbole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Top, décollage. Reste donc maintenant, vous comprenez, la grande question, quel est l'avenir de la fusée Soyouz à Kourou en Guyane? C'est pas évident, parce que 10 ans se sont passés depuis le premier lancement et le marché a considérablement évolué. Avec de nouveaux arrivants, dont le plus célèbre, vous connaissez, c'est SpaceX. Enfin, c'est vrai, SpaceX, ça a été tout de même le coup de génie d'un milliardaire, Elon Musk, ok. Mais il a su profiter des crédits de la NASA qui n'avait plus de fusée. Donc il a pu acheter et s'offrir les meilleurs ingénieurs et techniciens de la NASA et des crédits de la NASA pour lancer les propres satellites de télécommunication et même les satellites militaires et desservir la station spatiale. Et surtout d'avoir eu l'idée avec un engin extrêmement simple, moitié moins cher que les fusées traditionnelles, de desservir la station spatiale avec des vols habités. Chose que, jusqu'à présent, seuls les États-Unis et l'Union soviétique savent faire et que l'Europe, malheureusement, ne sait pas et ne s'est pas doté des moyens pour le faire. Donc, la grande question qui se pose aujourd'hui, quel est l'avenir de cette fusée? Elle a été améliorée considérablement par, disons, la coopération avec la France, avec l'ajout d'un 4e étage, avec des petites parties d'électronique et puis surtout avec modification du carburant. Le carburant de base, c'est oxygène liquide, kérosène, le kérosène des avions, non. C'est du super, avec une formule tout de même, disons, un peu secrète. Et là, actuellement, apparaît un nouveau carburant qui augmente encore les performances de ce lanceur. Mais reste même la grande question, aujourd'hui, quel va être le successeur de cette fusée Soyouz? Pour le moment, différents projets, Soyouz 2, Soyouz 3, en Russie, mais malheureusement, ils ne voient pas le jour. Voilà, fin de cette séquence rétro. Juste petite précision, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus pour les passionnés de l'espace, c'est la Bible de mes amis Stéphane Baranski et Christian Lardier. Vous savez tout, vous saurez tout sur l'histoire de la fusée Soyouz. Et puis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, si cette séquence vous a plu, si vous en voulez d'autres, ne vous en privez pas. Vous appuyez sur abonnez-vous. À bientôt.